Bienvenue. Bonsoir à tous. Nous parlerons ce soir en toute transparence du bilan économique du président de la République lors de ce dernier mandat. Pour en parler, donc, nous recevons M. Ludovic Ngatse, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Dimi. Bonsoir, Dimi. Et bonsoir. Bonsoir, Khalid. Monsieur le ministre, première question déjà sur la croissance économique. Depuis 2021, elle est positive, mais malheureusement, on a l'impression qu'elle ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Comment pouvez-vous expliquer ce décalage? Merci beaucoup. Pour commencer, je souhaiterais quand même qu'on puisse faire un petit point par rapport à ce qui a existé en début de mandat du président. Comme vous le savez, le mandat commence en 2021, mais nous sortons, nous étions encore en 2020 dans le Covid, où il y a eu énormément de difficultés pour promouvoir l'activité économique. Il y avait tout ce que vous savez, les confinements, l'arrêt de production, l'arrêt des chaînes de valeur un peu partout dans le monde. Donc cela a eu beaucoup de conséquences sur l'activité économique. Nous avions réalisé en 2020 un taux de croissance de moins 6,3, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de richesses dans notre pays. Mais lors de la campagne passée, le président a mis en place un vaste programme de stabilisation de l'activité économique et de relance de la croissance. Vous l'avez bien si indiqué, la croissance est revenue progressivement, passant de moins 6,3% en 2020 à 1% environ en 2000, jusqu'à aujourd'hui presque à 4%. Vous dites que cette croissance n'est pas ressentie. En tant que tel sur le plan de l'emploi, je pense. Non, sur le panier de la ménagère, oui. Je dirais oui et non. Oui, parce que sur la même période, on a créé énormément d'emplois, surtout publics. On a créé près de 25 000 emplois publics en 5 ans. Et cela a permis de maintenir, soit tant que ça, un certain niveau de consommation. Mais vous savez aussi qu'on a mis en place des mesures pour lutter contre le Covid. En 2021, on était encore sous le Covid. Et à partir de 2022, les conséquences sur la consommation, sur les prix de la crise russo-ukrainienne, des mesures, notamment le plan de résilience, qui ont permis de maintenir un certain niveau de prix. Vous savez que dans d'autres pays, on est allé à des prix à 10 chiffres. Mais chez nous, on est resté au grand maximum 5% et aujourd'hui, on est presque autour de 3%. Donc, on a porté la consommation et maintenu un certain niveau de prix qui font que c'est vrai, on n'a peut-être pas des grandes embellies puisque on part d'une période antérieure où la croissance était négative. Vous savez qu'elle était négative de 2015 à 2019 et très négative. On a perdu près de 20% de notre PIB. Et d'ailleurs, sur toute la période, le PIB par habitant a baissé. Et donc, la consommation et le panier de la ménagère a été maintenu. Et il y a des emplois privés aussi dans le secteur privé. Le secteur privé a créé des emplois qui ont permis de maintenir un certain niveau d'activité. Bien entendu, on n'est pas au maximum de ce qu'on attendait, mais les périodes postérieures vont nous aider à mettre en place des politiques qui permettent de relancer et d'avoir une croissance soutenue et d'avoir des emplois en grand nombre. Parce qu'on écoute certains analystes économiques qui nous disent, certes, il y a la croissance, mais aussi le problème de la redistribution de la richesse. Est-ce que vous constatez aussi ce fait? Dans tous les pays, même les grands pays les plus développés, il y a un problème de redistribution. Parce que vous avez ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas sont souvent aidés par l'État, par les systèmes sociaux. Vous savez que pendant la période, on a continué à maintenir les filets sociaux, on a accompagné les ménages les plus pauvres, mais ce n'est pas suffisant. En même temps, on a aidé les jeunes dans les process de création d'emplois à travers multiples mécanismes. Vous prenez le FIGA, mais vous prenez aussi tous les fonds qu'on a pu avoir dans le cadre de projets tels que projet Téléma, beaucoup de projets qui ont soutenu la jeunesse pour créer les emplois. Donc, on n'a pas pu peut-être faire le maximum, mais beaucoup a été fait pour qu'on permette à chacun de vivre de quelque chose. Les salaires ont été payés, comme vous le savez.
les pensions avec peut-être un peu de difficulté, mais elles ont quand même été payées. Voilà. Mais pourtant, en 2021, on sortait du Covid, c'est vrai, et il y avait la campagne présidentielle. Dans son livre-programme, le président lui-même avait annoncé une croissance de 7% à partir de 2022 si on réussissait la politique de diversification. Aujourd'hui, on est bien loin de ce chiffre annoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président fait son projet en 2021, on est encore sous le Covid. Oui, et il annonce 7% par année à partir de 2022. Nous sortons du Covid, on retombe dans la crise russo-ukrainienne. Comme vous le savez, la plupart des grands pays avec lesquels on travaillait ont retiré leur soutien à nos pays. Pour ce qui concerne le Congo, vous savez très bien qu'en 2020, nous avons perdu avec le taux de croissance de moins 6%. Mais quand vous voyez les recettes budgétaires, elles ont été divisées par deux. Dans la même période, pour maintenir un certain niveau de croissance, on a été obligé d'emprunter. Et donc, sur la période subséquente, celle dont nous parlons du mandat qui vient de passer, on a géré aussi un certain niveau de dette. Et ce niveau de dette n'a pas permis de financer avec autant de vigueur que ça la croissance économique. D'où le niveau de croissance que nous avons, qui est certes parmi les taux meilleurs en Afrique centrale, mais qui ne nous a pas permis d'aller plus loin que ce que le président avait prévu. Parce que, vous savez, en matière de prévision, il y a la réalité qui s'impose à nous. Elle était là. Il y avait le Covid et on nous annonce 7% de croissance. Non, il y avait le Covid, mais il n'y avait pas la crise russo-ukrainienne, il n'y avait pas tout ce que vous connaissez aujourd'hui, avec des présidents qui partout décrètent du jour au lendemain qu'il n'y a plus d'aide sur ceci, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus... Voilà, ça c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Les guerres, on ne pouvait pas la prévoir, la guerre russo-ukrainienne. Elle a eu des conséquences dramatiques sur les chaînes de valeur et sur le financement des économies au niveau mondial. Particulièrement, les pays développés se sont retranchés derrière le financement et le soutien à l'Ukraine pour nous priver des moyens qui avaient été prévus. Et pendant la période, vous savez qu'on sortait d'une période où les finances publiques étaient dégradées. Donc il a fallu d'abord stabiliser à travers le programme de facilité élargie de crédit qui nous a permis de reconstruire notre économie et principalement de bénéficier des financements concessionnels à travers le programme. Monsieur le ministre, merci. Notre question est tellement simple que nous voulons tout de suite, en toute transparence, que vous nous dites de 2021 à 2026 aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez briefer en quelques mots des saillants comme bilan dans le cadre du ministère de l'économie, du plan de la statistique et de l'intégration? Comme vous le savez, le ministère, le ministère de l'économie, du plan et de la statistique, c'est le ministère qui porte la coordination économique et la production de la richesse dans le pays, avec la recherche des financements lents auprès des bailleurs et la gestion de l'outil statistique qui est l'outil qui permet de disposer des informations qui nous permettent de prendre des décisions. Donc sur le volet économique, vous avez vu qu'on a exécuté le programme avec les partenaires, avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, qui nous a permis d'avoir des financements concessionnels, qui nous ont permis de réaliser et de financer une partie des dépenses, enfin des investissements qui étaient prévus dans le plan national de développement. Donc, on a lutté aussi dans la même période contre l'inflation avec le plan de résilience et d'autres mesures budgétaires qui avaient pour vocation de conserver un certain niveau de consommation, notamment à travers la création d'emplois publics. Vous savez qu'habituellement, quand on exécutait un programme avec les bailleurs de fonds, ça se traduisait par des coupes. Et le président de la République a pesé de tout son poids pour que, dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire qui venait de passer, que nous n'ayons pas ce type de mesures, même si pour lutter contre l'augmentation des prix des carburants à travers le monde et pour ne pas que le Congo devienne la pompe pour tous les pays voisins, parce qu'ayant des prix de pétrole bas, on a été obligé d'augmenter un peu nos prix. Mais nos prix restent parmi les plus attractifs de la sous-région. Quand en RDC, on est autour de 900 francs le litre, ici on est encore à 600-700. Au Tchad ou en Centrafrique, on est à 1500. Au Cameroun, on est dans les 700. Au Gabon, c'est un peu plus. Donc, on a fait beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est sur le volet économique.
Sur le volet économique, nous avons stabilisé la situation économique. Le volet plan du ministère, nous avons élaboré, sous la haute autorité du président de la République, le plan national de développement, qui est en cours d'exécution, avec bien sûr les difficultés que nous connaissons au niveau macroéconomique qui ont influencé. Nous sommes en train de l'évaluer. Mais il montre d'ores et déjà qu'il y a des résultats tout de même positifs. Parce que quand vous regardez notre croissance, elle est aujourd'hui moins portée seulement par le secteur pétrolier que par les autres secteurs. Donc il y a un début de diversification de notre économie. Les secteurs tels que l'agriculture, tels que les industries hors industrie pétrolière, donc les boissons, les cimentiers, les services financiers, le transport, les télécoms, ont porté la croissance de notre pays. Le plan national de développement, c'est aussi les infrastructures que tous nous avons vues s'élever dans le pays. C'est aussi la création d'un environnement favorable à l'investissement qui fait que quand vous volez au-dessus de Brazzaville, vous constatez que la ville s'élève en hauteur. Les gens n'ont pas pu construire tout ça s'il n'y avait pas un environnement favorable des affaires. Sur le volet statistique, des choses importantes ont été faites. Nous avons signé avec les partenaires, la Banque mondiale principalement, 2 projets. Le projet Prestat et le projet ISWACA, qui ont permis de moderniser notre appareil statistique. Quand vous allez à Mpila, vous allez voir cet immeuble de 5 étages qui abrite désormais l'Institut national de la statistique. Il est même plus développé que le ministère dans lequel je travaille, le ministre. Par ailleurs, nous avons aussi érigé une nouvelle école de la statistique qui va accompagner le développement du pays dans la production d'une information, enfin disons de cadres de qualité capables d'accompagner le développement de l'INS, c'est-à-dire de doter l'INS en cadre. Sur la statistique, nous avons amorcé le rebasage du PIB, c'est-à-dire que la manière d'évaluer notre PIB. Notre PIB tel qu'il apparaît est très faible en réalité. Il est sous-évalué d'environ 25 à 35%, parce qu'il ne prend pas en compte des pans entiers de l'économie tels que l'économie informelle, les nouvelles technologies récemment développées et l'économie naturelle. Donc en recalculant le PIB avec les nouvelles méthodes, notamment le référentiel 2008 et 2025, nous allons probablement avoir un PIB plus important et d'ailleurs ça va nous aider à afficher des performances économiques meilleures. Beaucoup de pays dont on apprécie aujourd'hui le niveau de développement ont fait ces réformes-là. Je parle de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo, le Sénégal, je ne parle même pas des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sur le volet statistique, il y a beaucoup de choses. Il y a encore des moyens importants. Dans le dernier projet dont je vous parle, le projet ISWACA, avec environ 30 milliards, pour nous aider à mettre en place un vrai appareil statistique digitalisé. Enfin, l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est la coopération avec les pays voisins avec lesquels nous partageons soit la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, soit la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, soit la CEAC. Avec ces pays, nous développons des partenariats en mettant ensemble les moyens économiques et financiers, mais aussi les institutions, telles que l'institution qui gère la monnaie, pour accélérer le commerce et les affaires, mais aussi doter la sous-région d'infrastructures de qualité pour accélérer la croissance. Voilà, donc pour ce qui est du bilan de mon ministère, vous voyez bien que ce n'est pas visible parce que c'est un ministère transversal qui aide le pays à s'élever. Mais il y a des choses importantes qui ont été réalisées dans ce ministère. Nous sommes partis d'une croissance négative à une croissance qui aujourd'hui est estimée à près de 4%. Alors, quelles ont été les étapes essentielles qui ont permis d'aller de moins à plus aujourd'hui? Voilà, donc quand on sort du Covid, quand on commence le mandat du président, il y a deux types de politiques qu'on a mis en place. Donc, une politique conjoncturelle pour retourner le négatif vers le positif, d'accord? Donc, en adoptant des mesures contracycliques telles que la lutte contre l'inflation, le maintien de la consommation à travers le plan de résilience, mais aussi les emplois publics et d'autres mesures budgétaires, notamment en faveur des entreprises. Mais aussi, il y a la partie structurelle.
c'est-à-dire que les mesures structurelles qui visent à moyen et long terme à transformer l'économie. Bien sûr que cela n'a pas été facile parce que le pays était fragile. Nous sortions d'une période de longue dépression, c'est-à-dire que décroissance de l'économie, et nous sommes rentrés en plus de plein pied dans un bourbier qui était le Covid, avec les incertitudes que cela entraînait. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, certains dans leur famille ont vu des gens s'écrouler complètement mentalement. Des gens qui sont devenus fous parce que restaient longtemps, notamment les parents qui étaient à l'étranger. Donc c'était un cap difficile. Et sortant de là, on ne pouvait pas brutaliser le pays avec des réformes qui brisent le vivre ensemble. Donc on a mis en œuvre des réformes structurelles longues. Je cite par exemple tout ce qui est lié à la digitalisation au niveau des finances publiques. Au niveau des finances publiques, on a mis le cadre harmonisé de gestion des finances publiques. Au niveau des zones économiques spéciales, on a aidé à la mise en place de la première zone, qui est celle de Brazzaville. Au niveau de l'agriculture, vous avez vu ce qui a été fait. Il y a toutes les mesures qui ont été prises, notamment sur les carburants. On a transformé les législations de toutes sortes. Donc, le nouveau code gazier, le nouveau code minier, le code forestier, pour attirer les investissements et augmenter la base économique du pays. Et progressivement, vous voyez que le niveau de la croissance augmente. On commence à 1%, on passe à 1,8 en 2002, on passe à 2,4 en 2000, et maintenant, on conclut presque 2025 autour de 4%. Donc, voilà. Et cela donc nous laisse penser qu'avec le niveau que nous avons atteint, nous pouvons maintenant, et surtout demain, mettre en place un programme économique robuste qui va permettre de transformer complètement l'économie congolaise et d'avoir les niveaux de croissance dont monsieur nous faisait miroiter tout à l'heure, les 7-5%. Ah, c'est pas moi, c'est le président. Hein. Voilà. Et cela ne se fera pas si nous ne faisons pas ces réformes. Parce que ces réformes sont capitales. Elles visent à libérer les initiatives, elles visent à accompagner les promoteurs, elles visent à créer un environnement sain des affaires. Elles visent à doter le pays d'infrastructures qui permettent de porter la croissance. Dans cette dynamique de croissance, moi j'aimerais m'appesantir sur la dette publique, qui reste donc un élément clé pour le bilan macroéconomique. Pouvez-vous nous détailler les objectifs atteints depuis 2021 ? Quand nous sortions de 2020, on avait déjà un niveau élevé de la dette de l'État. Malheureusement, pour le Congo, c'est que cette dette est une dette qui est plus à court terme. C'est-à-dire que dans son montant, elle n'est pas insupportable. D'accord ? Mais simplement, de la manière dont on doit la payer, elle est difficile à supporter. C'est ça qui a obéré tous les efforts que le président a pu mettre en œuvre pendant tout ce quinquennat pour avoir des résultats plus importants. Pourquoi ? Parce que chaque année, nous devons payer entre 1000 et 1500 milliards pour le service de la dette, pour un niveau de recettes qui est autour de 3000 milliards. Donc, l'argent qui aurait pu servir à financer les investissements et à assurer la régularité des charges de première nécessité est malheureusement happé par le service de la dette. Des gros efforts ont été faits pour rembourser notamment la partie extérieure. La dette extérieure a baissé de près de 30%. Pour ce qui est de la dette intérieure et principalement de marché, nous avons fait des efforts pour d'abord la stabiliser, quand vous écoutez le ministre des Finances, il vous le dira, mais aussi pour la payer, pour qu'elle puisse baisser. Là, nous allons rentrer dans un nouveau cycle. On n'aura plus les mêmes contraintes en termes de remboursement de la dette, tout au moins en termes de service de la dette. Donc, on pourra dégager des espaces budgétaires qui permettent de faire face aux investissements et au développement du pays. L'année 2025, pouvez-vous nous expliquer très concrètement la dette du Congo est à combien maintenant ? La dette du Congo est autour de 8 500 millions. En tout cas, c'est les dernières statistiques qu'on a au dernier trimestre, pas au 31 décembre, parce qu'en venant ici, je n'ai pas lu, mais elle est autour de 8 400 à 8 500 milliards. C'est à peu près 80 et quelques pourcents, 84, 85. Au dernier communiqué du Comité national économique et financier, le CNEF, qui rassemble
la Banque centrale et le gouvernement, qui est préparé par la Banque centrale, on a un taux d'endettement qui va se terminer autour de 84%. Vous savez qu'on a eu des pics de 100 et quelques pour 72%. Ça veut dire qu'il y a un gros effort qui est fait. Et je vous ai dit, en plus, que pour le Congo, ce niveau de dette est faux. Parce qu'en fait, la dette, le taux de la dette sur le PIB, il y a la dette et le PIB. Mais le PIB, notre PIB, je vous l'ai dit, il est sous-évalué. Parce qu'il ne prend pas en compte beaucoup de secteurs économiques, parce que nous utilisons un référentiel comptable d'évaluation du PIB qui date des années 80. Voilà. 93. En toute transparence, monsieur le ministre, comment expliquez-vous le fait que pendant que la dette extérieure du Congo semble diminuer, puisqu'elle était d'abord insoutenable, elle est devenue critique, puis soutenable. Pendant que cette dette devient soutenable, alors on a l'impression que la dette intérieure, par contre, a augmenté. Comment vous expliquez cela? Oui, la dette intérieure a augmenté parce qu'on est parti de 2020. Je vous dis qu'en 2020, si les autorités avaient laissé jouer la réalité des caisses de l'État, on se serait sorti de là avec peut-être 2 ou 3 mois de salaire payé. D'accord? Donc, comme dans tous les pays au monde, on a accepté le déficit. Sauf que pour cette seule année, on a eu un déficit très important. Il est de plus de 3%, plus de 6% du PIB, ce qui est énorme. Ça veut dire la dette. Et par la suite, le temps de mettre en marche l'appareil économique, même en 2021, les recettes publiques n'étaient pas suffisantes pour faire face aux charges. Donc on a continué à s'endetter. 2022, on est revenu à une situation excédentaire. Mais il fallait payer toutes les dettes cumulées. Mais nous avions l'obligation, dans le cadre du programme, de n'avoir aucun arriéré sur la dette extérieure. C'est pour ça que cette dette-là a été régulièrement payée et aujourd'hui on se retrouve avec un niveau de dette extérieure qui est largement payé et soutenable. Mais parallèlement, on a malheureusement été obligé de maintenir un certain niveau de dette intérieure pour soutenir l'activité économique. Parce que l'activité économique se finance avec de l'argent. Si vous ne pouvez pas emprunter à des taux concessionnels à l'extérieur, le programme nous permettait de nous endetter sur le marché financier local. Là, on s'est endetté sur le marché financier local. Maintenant, le grand problème que nous avons avec le marché financier local, c'est qu'il ne propose pas des échéances longues. Les maturités de dette sont au maximum 6%. C'est vraiment là le grand souci. Mais sinon, si vous prenez le niveau de la dette reparti sur la richesse, on est totalement en mesure de payer cette dette à moyen et long terme. Mais nous allons nous battre, on va continuer à travailler avec les institutions de la CEMAC pour que, comme beaucoup de pays, je ne cite pas tous les grands pays voisins, se retrouvent dans la même situation que le Congo. Donc nous allons nous battre au niveau de la communauté pour trouver une solution pour allonger la durée de cette dette, de manière à ce qu'elle pèse moins sur les budgets de chaque année. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur le ministre, on va accueillir Romik et Marina, mais pendant qu'ils s'installent, je crois que j'ai cru entendre que certaines autorités n'ont pas été transparentes sur la dette. C'est bien ce que vous avez dit? Pardon? Que certaines autorités n'ont pas été transparentes sur la dette. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence au niveau de la dette dans votre raisonnement, ou je crois que j'ai dû mal entendre. Non, pour ce qui concerne le Congo, Ouais. nous avons toujours été transparents. Ok. On n'a jamais caché de la dette depuis, en tout cas depuis que je suis au gouvernement et même avant, parce qu'avant, je travaillais en tant que consultant. L'État congolais a toujours audité sa dette et introduite dans le fichier et présentée aux partenaires. On n'a jamais caché de la dette. Depuis quelques jours, ici, on reçoit des ministres, des patrons d'administration, et ils nous disent on n'a pas les moyens, pour faire ça, pour faire ci. Vous êtes aussi ministre du plan. Finalement, dans ce gouvernement, où va l'argent? Quelles sont les priorités? Il faut savoir qu'en période de crise, le peu de trésorerie qu'on a vont aux dépenses prioritaires. Donc d'abord, le service de la dette, comme je vous le dis, il est contraint. D'accord? Donc on n'a même pas le choix, surtout la dette de marché. On nous débite automatiquement au niveau de la banque centrale. La dette extérieure, parce que nous avions des engagements, il fallait la respecter. Il faut la respecter.
Et après, quand on a assuré le service contraint de la dette, il y a les salaires. Et après vient le fonctionnement normal et régulier de l'État. Je suis un peu étonné de comprendre qu'on vous dise qu'il n'y avait pas d'argent. Monsieur le ministre, je dis, on a reçu certains ministres et partout l'administration, le public est là. Oui. On leur pose des questions, ils nous disent on n'a pas de moyens, on aimerait faire plus, mais on n'a pas les moyens. Même le cadre de l'enseignement supérieur, qui est une des priorités, j'imagine, de ce quinquennat, la ministre nous dit qu'elle n'a pas aussi les moyens. Oui, mais quand vous voyez l'enseignement supérieur, on a créé quand même 2 universités en passant. Mais les salaires ne sont pas payés. Il y a peut-être des retards de salaire, mais ils sont payés. Quand vous voyez l'université Denis Sassou Nguesso, les salaires sont payés. Moi-même, je suis enseignant à l'université. Je pense qu'on a peut-être 1 mois ou 2 mois de retard de salaire, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ce sont des établissements publics. Encore faut-il aussi que ces différents établissements publics soient eux-mêmes transparents. Ah, ce n'est pas le cas? Non, je dis, il faut que les gens fassent des efforts de transparence. Quand on lit les comptes de ces établissements publics, on voit qu'ils ont des recettes, des ressources propres, notamment, par exemple pour les universités, les frais d'inscription, pour les hôpitaux, les facturations. Tout ça doit être mis dans le TOF, dans le tableau des opérations de ces établissements. Ça permettra probablement de réduire la partie de subvention qui est attendue de l'État. Mais l'État a aussi ses propres problèmes et ses propres priorités. Voilà. Monsieur le ministre, il y a aussi le secteur informel qui est l'un des poumons de votre économie. Quelle est votre stratégie pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir se formaliser, faire simple? L'État a fait beaucoup de choses pour aider à la formalisation du secteur informel et surtout à soutenir l'activité des jeunes qui sont aujourd'hui dans le secteur informel à travers l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. On a presque enlevé le capital minimum pour créer une entreprise. Avec 25 000, vous pouvez créer une entreprise. On ne peut pas penser qu'on puisse créer une entreprise si on n'a pas ce minimum-là. Par ailleurs, il existe des dispositifs pour soutenir ceux qui créent les entreprises, notamment les exonérations automatiques d'impôts pendant les 2 premières années, totales. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont prévus dans les projets avec les partenaires, au niveau du FIGA, pour soutenir les créateurs d'entreprises et les porteurs d'affaires. Mais le grand problème, c'est aussi que notre jeunesse est moins active, est moins mobile pour aller vers la création d'activités. Quand vous voyez le commerce, il est porté essentiellement par des frères qui viennent d'autres cieux. Il y a plein de secteurs d'activité. Mais on sent un léger mieux dans l'agriculture, mais aussi dans le commerce. Les jeunes se bougent à travers de multiples initiatives qui font qu'aujourd'hui, notre jeunesse a compris que le tout fonction publique n'est pas possible. Parce que nous sommes aujourd'hui 6 millions de Congolais. On a moins de 100 000 fonctionnaires, mais ça pèse déjà énormément au budget de l'État. Et les autorités à la tête desquelles le président de la République ont fait beaucoup d'efforts pour continuer à embaucher. Sinon, si on ne respectait que les critères économiques, probablement qu'au lieu des 25 000 emplois qui ont été créés sur les 5 dernières années à la fonction publique, on aurait probablement le tiers. Mais vous voyez qu'il y a un soutien des couches défavorisées et une dépense volontaire pour permettre le vivre ensemble. Oui, monsieur le ministre, mes respects. Alors, monsieur le ministre, vous avez évoqué entre-temps la régularité du paiement des salaires et de la pension, certes. Au niveau de la pension, sans être le ministre en charge, parce que je me dis, l'économie, c'est un domaine transversal. Alors, pour des gens qui ont cotisé depuis longtemps, comment vous expliquez le fait qu'ils totalisent aujourd'hui 5 mois sans pension, alors que la volonté politique était de puiser tous ces mois, ça a été dit? Comme vous le dites, je suis ministre de l'économie, je ne suis pas en charge du travail et de la sécurité sociale, mais c'est un ministère qui embrasse toute l'activité économique. Non, ce que vous abordez, c'est la même question. Nous avons à la base un problème de déséquilibre du régime des 2 caisses. C'est-à-dire qu'il y a peu de cotisants pour assurer les pensions de ceux qui sont partis à la retraite, que ce soit pour la CNSS
comme pour la crève. Donc, ce qui va nous sauver, en réalité, c'est ce sur quoi nous nous engageons aujourd'hui, à savoir faire les réformes structurelles, avoir plus de croissance, pour que l'État ait plus de moyens pour soutenir ces caisses. Vous savez que ces 2 dernières années en particulier, notre dette intérieure de marché générait des remboursements qui sont tels que cela appelle l'essentiel de la trésorerie qui était dégagée. C'est pour cela qu'on observe ces problèmes de retard de pension. Mais un travail de fond est fait, et un grand travail est fait pour qu'on puisse rétablir l'équilibre financier. Nous y arriverons avec plus de croissance et avec plus de réformes pour soutenir l'activité et surtout créer de la richesse dans notre pays. Voilà, c'est un défi pour notre pays, mais il y a une volonté ferme. Vous savez que, probablement que le ministre des Finances parlerait lui-même, les instructions qu'il a pour assurer les salaires et les pensions, ainsi que les dépenses de transfert, notamment dont parlait monsieur, dans les universités, les hôpitaux et autres. Mais notre pays a connu des difficultés. Des efforts ont été faits pour les résoudre, mais ce n'est pas assez parce qu'il y a eu ce problème de dette, dont je vous dis qu'il est d'abord lié à des crises connues au niveau mondial, à savoir le Covid et la crise russo-ukrainienne, qui ont généré une dette locale importante que nous avons depuis commencé à rembourser, mais qui reste encore là et que nous devons rapidement rembourser et revenir sur les équilibres. C'est l'économie congolaise. Le gouvernement a souvent mis de l'action sur certains secteurs, sur certains nouveaux secteurs, tels que les zones économiques spéciales et notre agriculture surtout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces secteurs, au-delà des secteurs traditionnels, le pétrole, le bois, les mines, ainsi de suite, est-ce que ces secteurs ont impacté pendant tous les 5 ans l'économie congolaise? Si oui, à quelle hauteur? Bien sûr, comme vous voyez, les taux de croissance beaucoup plus importants que nous enregistrons depuis 2023, ils sont essentiellement portés par les secteurs autres que le pétrole, à commencer par l'agriculture. L'agriculture à travers divers projets dans les zones agricoles protégées, ce n'est pas les seuls, mais aussi le fait que nous avons réussi à faire que les entreprises agro-industrielles qui consomment des matières premières agricoles s'approvisionnent désormais localement. Toutes les petites industries qui ont été créées ici et là, cela a augmenté la valeur ajoutée agricole et donc la production agricole et sa contribution au PIB. Mais vous avez aussi les autres secteurs, tels que les industries non pétrolières. Je vous ai cité les boissons, le ciment, où nous exportons. Nous avons les secteurs des services, les transports. Le port de Pointe-Noire a bien fonctionné. Il y a désormais, on compte en millions de conteneurs traités au port de Pointe-Noire. Les transports, mais c'est aussi le trafic intra-régional, le trafic régional qui passe par le Congo. Nous avons les services financiers. Nos banques se sont très bien portées parce que malgré la crise, des efforts avaient été faits pour soutenir les banques en 2020-2021. Nous avons les nouvelles technologies. L'État a investi beaucoup d'argent dans la dissémination des nouvelles technologies. Mais nous avons des fleurons que sont MTN et Airtel qui se portent bien et qui portent bien l'économie, cette économie-là, l'économie digitale. Donc, il y a des ressorts. Mais pour l'avenir, nous devons amplifier tout ça. On doit mettre en place un programme robuste pour l'agriculture. On doit continuer à développer les zones économiques spéciales que j'ai oubliées. Quand vous allez à Pointe-Noire, vous voyez sortir de terre la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Mais il faut en créer d'autres, notamment viabiliser d'autres. Celle de Brazzaville, celle de Lomboyo et celle de Ouesso. C'est ces efforts-là qui seront faits. Nous devons travailler sur le secteur de l'énergie. Là, il y a des réformes importantes à faire. Parce que nous sommes en train de travailler avec les partenaires. Le président a été
à New York au mois de septembre, où on a présenté le Compact, qui est le plan pour le développement énergétique, qui devra procurer le courant à la majorité des Congolais. Ce plan, pour se mettre en œuvre, il faudra des réformes importantes. Ça se fera par le biais d'investissements de production. Les partenaires tels que la BAD nous soutiennent dans la réalisation d'études et demain la structuration des financements pour financer les barrages nécessaires. Vous avez certainement entendu parler des barrages au sud de Brazzaville, entre Brazza et Tombo-Manianga, qui sont des coudes. En fait, on dévie juste l'eau du fleuve, et on produit, on dévie, on produit. On peut en faire comme ça 4 à 5 et générer 2000 à 3000 mégawatts. C'est tous ces efforts qui seront faits. Il y a aussi le secteur des transports. Vous savez que le Congo, historiquement, était un pays de transit. Il redevient progressivement. Mais il manque un maillon essentiel qui est la viabilité du CFCO. Et là, il y a des investissements importants qui vont être faits. Il y en a déjà on a déjà un partenaire qui développe le chemin de fer entre la frontière gabonaise Mombelo et Mombelo ainsi qu'au Pointe-Noire, mais il restera la ligne entre Dolisie, Mombelo et Brazzaville. Donc, dans la prochaine programmation, le prochain mandat du président, des efforts importants seront faits pour que nous résolvons ces problèmes et repositionnons le pays dans sa vocation historique, à savoir le Congo, un pays de transit. Parce que quand vous voyez le Congo, il est au centre de l'Afrique. Du côté gauche, vous avez l'Afrique de l'Ouest et du côté droit, vous avez l'Afrique de l'Est. Et demain, un Congo debout avec un taux de croissance supérieur à 3%, à 7% et peut-être à 2 chiffres, c'est un Congo qui aura fait toutes ces transformations structurelles de son économie. Marina. Si vous semblez parler en perspective, nous sommes à l'heure du bilan. Voilà, que dire du bilan? En termes de bilan, voilà. Des efforts importants ont été faits. Des efforts importants ont été faits. Pourquoi? Parce qu'on a non seulement augmenté les capacités de production. Durant le mandat, le président est allé inaugurer, je crois que c'est la 3e ou la 4e turbine au niveau de la centrale à gaz. On a investi dans le réseau. C'est vrai que ce travail n'est pas terminé, mais on a mis beaucoup de moyens. La Banque mondiale nous a soutenus à travers un projet de l'ordre de 60 milliards de francs CFA qui est en cours d'exécution. Probablement que vous avez suivi le ministre en charge comment on appelle ça, de l'électricité. Il vous a parlé de tout ce travail qui est en train d'être fait. Malheureusement, probablement qu'on ne verra pas le bout du tunnel avant la fin de ce mandat. Mais derrière, les choses vont positivement s'améliorer. Notamment si nous faisons les réformes structurelles et attirons les investissements dans ce secteur. On aura une offre supérieure, mais surtout, on aura complètement rénové le réseau et les lignes de transport. Ce qui permettra de distribuer plus facilement le courant. Et surtout, si on arrange le problème de la gouvernance de la distribution et de la commercialisation, nous pourrons alors dire que le Congo s'engage véritablement vers la voie de la fourniture du courant au moindre coût à tous les Congolais. Marina. Ok, merci Carly. Monsieur le ministre, en toute transparence, le budget qui a été ratifié, le budget 2025, ratifié par les 2 chambres parlementaires, relève que l'économie congolaise est encore tributaire de la rente pétrolière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la diversification, dont parler, puisse se matérialiser? Parce qu'en économie, on ne parle pas, il y a seulement les théories, mais c'est du concret. Ouais. Les Congolais doivent au moins voir qu'il y a eu un effort qui a été fourni pour la diversification de son économie. En fait, aujourd'hui, la diversification apparaît comme un autre gros mot, voire un mirage. En réalité, quand on voit dans les faits, depuis ces 5 dernières années, on a une amorce importante de cette diversification. Quand vous lisez les rapports de nos partenaires, la Banque mondiale en particulier, que je venais de lire encore ce matin, ils mettent le point sur cette diversification qui a commencé. Parce que la croissance n'est plus portée uniquement par le secteur pétrolier, mais surtout par les secteurs non pétroliers, à commencer par l'agriculture, les services et les industries non agricoles, les nouvelles technologies, ainsi de suite. Mais cela se traduit aussi dans les recettes. Avant, nous avions des recettes budgétaires de l'ordre de 75
qui étaient des recettes pétrolières. Aujourd'hui, les choses s'équilibrent. Et même quand on voit les comptes de l'État au 30 juin, on avait le pétrole qui était 60% des impôts et taxes. Donc, l'amorce de la diversification de notre économie a commencé. Mais comme vous le savez, c'est un très long processus. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des secteurs concurrents au pétrole qui soient aussi dynamiques et aussi capitalisés. Donc, demain, on va parler, ça peut être encore dans les industries extractives, les mines, on peut en parler. Les mines, il y a de grands espoirs autour de Pointe-Noire avec le magnésium, avec le calcaire, avec, et au nord de Pointe-Noire, donc dans les pays du Niari, au nord du pays, avec les gisements de fer. Mais nous ne voulons pas parler uniquement des industries extractives. Nous voulons diversifier notre économie à travers autre chose, notamment les zones économiques spéciales. Vous voyez, la zone économique spéciale de Pointe-Noire a déjà 10 usines installées en moins de 2 ans. Et la vitesse ne fait que croître. Mais derrière la zone économique de Pointe-Noire, on doit faire aussi les autres zones économiques. L'agriculture. L'agriculture, dans ce mandat, nous avons réussi à redémarrer la production agricole. Dans le mandat qui suivra probablement, ça sera d'accélérer cette transformation et notamment de mettre aussi l'accent sur l'agriculture d'exportation pour que le Congo redevienne le grand pays agricole qu'il a été, que nous avons laissé démanteler par nos partenaires, la Banque mondiale et le FMI, dans les décennies 80-90. Voilà. Mais la diversification, c'est aussi l'économie des services, c'est-à-dire la digitalisation de l'économie, c'est-à-dire les services financiers. Voilà, c'est ça la diversification demain. La digitalisation de l'économie, c'est que demain, quand vous voulez avoir votre pièce d'identité, vous faites tout depuis la maison. Vous passez juste pour prendre la photo éventuellement, parce qu'il faut quand même qu'on vous voit. Quand vous voulez demander votre passeport, la même chose. Quand vous voulez vous adresser, je ne sais pas, au ministère des Finances pour avoir votre bulletin, c'est depuis la maison. Quand vous voulez suivre un mandat qui circule au niveau du ministère, c'est depuis la maison. C'est ça que nous allons mettre en place. Le président, le 31 décembre, lors du Conseil des ministres, a instruit le gouvernement d'accélérer la transformation digitale du pays. Donc, vous allez voir très rapidement, on va accélérer ce processus. Les moyens sont là. À travers le projet PATEN, nous avons près de 100 milliards à investir dans ce secteur. Mais il y a d'autres projets aussi, le PAGIR et d'autres projets. Donc, ce n'est pas les moyens qui vont nous manquer, c'est notre organisation et notre capacité à mettre en œuvre les projets qui va faire qu'en 2-3 ans, ce que le président imagine pour notre pays se réalise. Si ça se réalise, la situation de notre pays va radicalement changer. Ça va toucher la collecte des impôts, ça va toucher toutes les recettes pour les collectivités et autres. Ça fera que plutôt que d'aller emprunter parfois pour faire fonctionner, on va emprunter pour développer le pays, pour investir. Voilà. Merci beaucoup. Il faut rendre l'antenne, malheureusement. Monsieur le ministre, le plan national de développement 2022-2026 s'est focalisé sur 6 piliers. Alors, dans les 6 piliers, en 5 ans, il est lieu de faire le bilan. Quels sont les piliers qui n'ont pas marché, qui n'ont pas pris les trains en marche, s'il faut le dire? Sur les piliers, nous sommes en train, sur le plan national de développement 2022-2026, nous avons commis un cabinet international qui est en train de faire l'évaluation à fin 2024. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que globalement, tous les piliers ont fonctionné. Même si c'est à fortune diverse, c'est-à-dire que certains ont été meilleurs. Peut-être que l'agriculture a bien fonctionné. Les nouvelles technologies ont bien fonctionné. L'industrialisation est en marche. Voilà. L'économie, comment on dit, la promotion immobilière, oui, parce que quand vous êtes au-dessus de Brazzaville, vous voyez ce qu'est devenu Brazzaville. Voyez. Brazzaville est en train de devenir une ville moderne. Bien sûr, on a des défis en termes d'assainissement et autres. Ça, toutes les villes en Afrique ont ces défis.
Et un travail est en cours pour que demain, Brazzaville devienne une ville complètement assainie. Mais vous voyez ce développement formidable de l'immobilier au Congo. Je ne parle pas des logements qui ont été construits ici et là, à Brazzaville d'abord, mais aussi dans d'autres. Quand vous allez à Pointe-Noire, c'est la même chose. Voilà. Donc, le PND a fonctionné. Mais le nouveau PND que nous allons mettre en place sera totalement différent de celui qui vient de passer. Parce qu'il sera basé sur ce que je vous ai dit, la transformation structurelle de l'économie nationale. C'est-à-dire que des grands projets autour desquels on peut créer de la richesse, des emplois et accélérer la croissance. Voilà. Et vous savez aussi que dans 4 mois, 5 mois précisément, 4 mois, nous allons organiser ici à Brazzaville les assemblées annuelles de la BAD. Ça va être la deuxième fois de l'histoire de notre pays qu'on va organiser ces assemblées annuelles. C'est un moment important parce que tous les grands financiers mondiaux seront là. Et nous sommes en train nous sortirons de l'élection présidentielle, donc avec un projet de société où nous aurons identifié, parce que des travaux sont en cours avec les spécialistes pour modéliser la vision à 2050-2063 de notre pays tel que imaginé par le président, mais aussi à préparer le prochain PND qui sera, comme je vous ai dit, un PND resserré autour de la transformation structurelle de notre économie et des travaux qui permettent au pays d'augmenter sa base économique et la croissance. Voilà. Donc, à la fin de ce dialogue et de ces débats, je veux juste dire que nous avons fait le plus grand chemin, celui de rétablir la croissance. On a des niveaux de croissance qui sont aujourd'hui dits acceptables, autour de 4%. Il s'agit maintenant de passer à un autre niveau qui permette au pays de réellement créer de la richesse et surtout de réduire la pauvreté. Et ces niveaux de croissance ne seront possibles que si nous faisons les réformes nécessaires qui permettent au pays de transformer structurellement son économie. Donc des réformes qui sont basées sur la digitalisation, sur des réformes sectorielles telles que le secteur de l'électricité, mais aussi le secteur des transports, mais aussi le dispositif d'accompagnement des jeunes pour que la jeunesse, qui est 75% de la population, soit réellement embarquée dans le processus de développement du pays. Et je puis vous dire que les mois qui viennent vont permettre de clarifier ce chemin qui est celui de bâtir au Congo une économie dynamique et prospère qui s'appuie sur les acquis de ce mandat qui ont permis de rétablir les équilibres macroéconomiques et la croissance. Sur les 20 dernières années, les 5 dernières années sont la période de plus longue croissance que nous avons connue. J'ai regardé depuis 2001, c'est la période la plus longue. Mais c'est vrai que la croissance ici est soutenue, mais pas extrêmement élevée. Mais sur les années à venir, avec le nouveau PND, avec la nouvelle vision économique que va mettre en place le président, nous allons réellement créer les conditions pour accélérer la croissance et développer l'économie pour permettre de créer des emplois, réduire la pauvreté et élever le niveau de notre pays sur la scène économique mondiale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci à vous, chers confrères. Merci aux équipes à la réalisation. Merci à vous, cher public, et bonne suite de programme. Merci beaucoup. Merci. Bon.